Bonjour à toutes, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce jeudi 24 juin? Merci à mon ordinateur de me le préciser. Il est 9 heures pile, il fait 16 degrés et nous avons de la pluie fine. Ça, c'est la conséquence de la dernière mise à jour hein, de mon ordinateur. Donc, en espérant que c'est à cause de ça que la dernière fois on avait eu des coupures, maintenant, grâce à ça, j'ai la météo en direct. Et c'est super, je n'ai plus besoin de regarder par la fenêtre pour voir qu'il pleut. Et que du coup, on n'est plus à 30 degrés. Alors comme c'est en direct et que moi j'avais préparé l'émission en avance, je trouve que là pour le coup, j'ai choisi un sujet pertinent pour aujourd'hui. Je voulais parler piscine. Et oui, parce que je trouve que c'est le moment de parler piscine. Alors, on va parler piscine, mais pas que. En fait, le sujet d'aujourd'hui, ça va être la valorisation des maisons. Donc, si vous êtes vendeur, donc si vous louez, si ça vous intéressera, si vous êtes en recherche de biens, parce qu'effectivement, vous allez voir aussi ce qui va pouvoir valoriser un bien, mais ça concerne euh, surtout pour les vendeurs, ceux qui ont une maison actuellement, plus maison qu'appartement d'ailleurs, et qui se demandent tiens, comment je pourrais tirer mon épingle du jeu. Alors, avec le marché actuel, soyons honnêtes, c'est pas non plus ultra nécessaire de tirer son épingle du jeu. Vous avez une maison, ça suffit pour la vendre. Ensuite, bon, bien évidemment, les deux critères principaux pour vendre votre maison, surtout si vous voulez la vendre vite et bien, ça va être la commercialisation, la communication et le bon prix. Puisque bon, si vous vendez une maison de 80 mètres carrés à Nancy à 1 million d'euros, ça va être difficile. Même si vous la mettez sur tous les réseaux, que vous faites une pub sur TF1 pendant le match France-Portugal, c'était pas sur TF1, mais c'est pas, enfin, si vous faites la pub sur TF1 aussi. Et inversement, hein, si vous mettez cette même maison à 80 000 euros, à 80 mètres carrés, 80 000 euros, mais que vous ne le dites à personne, eh ben, ce sera la maison au meilleur prix, mais ça ne vendra pas. Donc toujours ces deux critères à chaque fois hein, quand on voudra vendre, le critère de commercialisation, de communication et le critère surtout de juste prix. Euh, on m'a déjà posé la question, c'est la question d'aujourd'hui. Euh, j'avais un avis de ce que j'avais glané à droite, à gauche, mais au final, bon, les avis, ça forge des opinions, ça forge pas forcément des vérités. Et aujourd'hui, du coup, j'ai trouvé un article qui a été publié hier ou avant-hier qui utilise des chiffres. Donc pour le coup, comme mardi, on sera très factuel. La question qui se pose, c'est effectivement, j'ai ma maison à vendre. Est-ce que ça vaut le coup d'investir pour augmenter son prix? Alors, de base, effectivement, hein, une maison, enfin deux maisons exactement similaires, trait pour trait en termes de localisation et de surface. Si l'une des deux a des fenêtres bois simple vitrage et l'autre des fenêtres PVC double vitrage, vous imaginez bien qu'il y aura une différence de prix euh, entre ces deux maisons. Mais pour l'instant, du coup, quand on donne cet exemple-là, pour moi, on parle toujours du juste prix. On ne parlera pas de plus-value. Donc la question, c'est effectivement, est-ce que j'ai ma maison, j'ai des fenêtres un peu pourries, est-ce qu'il faut que je les change? Ça peut favoriser la vente, surtout dans les moments où on a peu d'acquéreurs. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'acquéreurs, donc effectivement, on fait une dizaine de visites sur la journée. Il y aura bien quelqu'un dans le lot, dans tous les contacts qu'on a sur les maisons, qui diront c'est bon, les fenêtres. De toute façon, effectivement, le prix prend en compte le fait que les fenêtres sont vieilles. Moi, je ferai les travaux des fenêtres. On n'en parle plus, ça ne me fait pas peur. Sur un marché qui est plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de biens en vente et peu d'acquéreurs, plus difficile pour les vendeurs du coup,
Dans ce cas-là, effectivement, il va falloir choyer les acquéreurs. Et si effectivement lui a le choix entre deux maisons à peu près similaires, une sans travaux, une avec travaux, même si celle avec travaux est moins chère, on aura peut-être un acquéreur qui va dire bon, moi je préfère être main dans les poches, j'ai pas de soucis, je vois que les travaux sont bien faits, je vois qu'il y a les factures, je vais me positionner sur la maison plus chère mais avec moins de travaux. Mais là donc on est toujours dans le contexte de juste prix. Ce qui veut dire que effectivement si vous me dites est-ce que ça vaut le coup de changer mes fenêtres, je vous dirais que selon le contexte que ça peut effectivement accélérer la vente, mais et ça va augmenter le prix de vente de votre maison, mais ce ne sera pas forcément une plus-value dans le sens où ce que vous allez payer pour installer les nouvelles fenêtres, le coût de ces nouvelles fenêtres, on va l'ajouter au prix de la maison, mais vous n'allez pas faire un bénéfice sur le coût des fenêtres. On ne va pas appeler un artisan, lui faire un devis. Bon, bah, si vous changez la fenêtre, ça coûtera 1000 euros. Et vous, bon, ça va être peut-être, dans la majorité des cas, difficile de dire bah oui, mais du coup, si la fenêtre m'a coûté 1000 euros, je vais augmenter le prix de ma maison de 2000 euros. Faudrait plus que juste changer les fenêtres pour vraiment avoir ce gap de prix. Inversement, du coup, si vous ne changez pas les fenêtres, eh bien, on défalquera le prix de nouvelles fenêtres du prix de votre maison. Et c'est pas vraiment à proprement parler une plus-value au sens de je vais le faire juste avant la vente pour augmenter encore plus la valeur de revente de ma maison. Ça, c'est ce qui est communément admis. Et du coup, après, on va parler d'autres travaux, justement, de mise en valeur. Est-ce que si, du coup, j'ai une maison sans véranda, je fais fabriquer une véranda, et du coup, est-ce que la véranda me coûte 10 000 euros, est-ce que je peux vendre ma maison 15 000 euros plus cher et du coup, bah, forcément, ajouter plus 5 finalement à ce que ça m'a coûté. Bah, c'est là où on va avoir un souci. Alors, les chiffres sont totalement aléatoires, hein, parce que, surtout pour les vérandas, le prix d'une véranda à l'installation et à la revente dépendra des matériaux utilisés. Donc, si vous faites une véranda PVC ou fer forgé, c'est pas le même prix. Une véranda, je crois, enfin, ça peut être à 200 euros le mètre carré jusqu'à 3 000, 4 000 euros le mètre carré. Donc quand je dis 10 000 euros et 15 000 euros, c'est pour vous donner l'image de cette plus-value-là. Du coup, je suis allé regarder un peu sur Internet ce que les autres en pensaient. Alors, j'ai trouvé des articles à charge déjà. Alors, on est sur Metzger-Lorraine. Metzger-Lorraine, hein, donc si vous voulez changer des portes, des fenêtres, des vérandas, des portes de garage, alors eux ou un autre, hein, j'ai pas fait une étude de marché, là j'ai juste regardé un article de presse et bah, c'est d'autant plus là où on voit qu'effectivement une partie blog, hein, bon 7 mars 2019, c'est pas tous les jours non plus, mais une partie blog sur une activité professionnelle, si vous avez une entreprise, c'est intéressant parce qu'effectivement on se pose une question. On pose la question à Google et Google nous donne un résultat par rapport à la question et aussi par rapport à la localisation. Donc là, il y a une entreprise lorraine qui répond ou pas à la question que je me suis posée. Et si j'étais client, prospect tout du moins, bah, tout de suite, je peux être effectivement rappelé, je peux suivre sur les réseaux, je peux voir les services et bah, je suis déjà chez le commerçant. Ça, c'est pour la petite partie communication du jeudi. Du coup, comment augmenter la valeur immobilière de votre maison? C'est un article que j'ai trouvé sur Metzger. C'est pour ça que je dis à charge, parce que bah, ils sont fabricants, ils sont poseurs de portes, de fenêtres et de vérandas. Donc, ils ne vont pas forcément vous dire que pour augmenter la valeur immobilière de votre maison, il va falloir tondre le jardin, il va falloir refaire le parquet. Ils vont nous parler de quoi? Ils vont nous parler effectivement augmenter la valeur immobilière de votre maison avec une nouvelle porte d'entrée. Donc effectivement, hein, le choix de la porte d'entrée d'une maison est primordial. C'est la première chose que les visiteurs voient en rentrant dans la maison.
C'est avec elle que seront assorties les fenêtres et les portes de garage. Donc ça veut dire ne pas changer que la porte d'entrée. Là, c'est ce que le monsieur nous explique. Il va falloir tout changer. Ses couleurs, la présence ou non de vitrage, sa forme, sa taille sont autant d'éléments qui amélioreront l'apparence et la valeur ajoutée qu'elle apportera à votre maison. Donc, on rentre dans toujours la valeur pour moi. Effectivement, une porte d'entrée c'est important, mais faire une plus-value sur la porte d'entrée, faudra peut-être du coup que tout le reste soit harmonieux pour le coup. Pour une maison avec zéro sans faute, est-ce qu'il est possible d'augmenter le prix de la maison de plus que ce qu'on a comme facture? Ça se tentera. Uniquement avec la porte d'entrée, ça va être délicat. Changer de fenêtre pour ajouter de la valeur à sa maison, et ben ça c'est l'exemple que j'avais pris juste avant. La qualité des fenêtres est essentielle pour augmenter la valeur immobilière de votre maison. Elles permettent également d'optimiser son isolation et d'améliorer sa note DPE. Alors ça c'est vrai aussi, si vous avez des vieilles fenêtres, si vous avez des fenêtres simple vitrage, bien évidemment l'isolation est moins bonne, donc votre DPE est moins bon. DPE qui sera le sujet forcément en juillet, parce que le sujet d'une de nos émissions en juillet, parce que le DPE change le 1er juillet et on va en discuter parce qu'il y aura plein de changements et surtout il sera opposable par l'acquéreur contre le vendeur. Il aura une vraie valeur juridique. Ajouter une véranda à votre maison, donc là voilà, l'ajout d'une véranda est le meilleur moyen d'augmenter considérablement sa valeur immobilière. Bah oui, une maison avec véranda et sans véranda, c'est pas le même prix à la vente. Mais encore, voilà. Donc là, selon la valeur au mètre carré attribuée à votre secteur géographique, le coût de construction d'une véranda peut s'avérer très avantageux et rentabiliser votre investissement. Donc voilà, là on est sur le dernier paragraphe. Et moi, c'est effectivement ce que je cherchais, mais il n'y a pas de chiffre. C'est qu'effectivement, si vous habitez à Paris, est-ce que une surface fermée coûte plus cher qu'une terrasse? Ça, effectivement, peut-être. Et du coup, si la véranda, le prix au mètre carré de la fabrication de la véranda vaut le même prix à Paris qu'à Commercy, il y a peut-être effectivement une rentabilité, une plus-value à chercher sur la véranda. Donc ça va vraiment être plus une question de secteur. C'est du cas par cas, c'est ce que nous dit Metzger. Je suis assez d'accord avec ça. Pour les fenêtres et pour la porte, il n'y avait pas cette petite notion, c'est plus délicat. Ça va être un ensemble, ça va surtout dépendre de la concurrence. Après, si vous tombez sur un acquéreur qui vous demande les factures, forcément, ça va être difficile de dire oui, mais regardez, la porte est neuve. Oui, enfin, appeler Metzger ou aller chez Leroy Merlin et acheter une porte, je peux le faire et du coup, ça me coûtera que ça, alors que vous me facturez le double. Donc, c'est surtout en ça qu'il vous faudra faire attention. Donc, porte, fenêtre, ça valorise le bien, mais sur son juste prix. Véranda, alors, véranda, ça dépend. Ça dépend surtout du secteur où effectivement, si dans la Meuse ou dans le centre de la France, vous êtes à 25 € du mètre carré constructible et que vous êtes à 1000 € le mètre carré habitable, si vous payez 2000 € le mètre carré votre extension, parce que là je parle de véranda, mais ça peut être même une extension ossature bois, pour faire une pièce en plus vraiment habitable, si vous la payez plus de 1000 € le mètre carré alors que l'évaluation de votre maison montre que le prix de l'immobilier est à 1000 € le mètre carré, c'est pas viable. Si votre quartier est à 4000 € le mètre carré et que vous payez 1000 € le mètre carré pour une extension, ça le devient. Mais en même temps, dire au vendeur, dire à l'acquéreur, regardez cette extension, je l'ai fabriquée il y a 2 mois juste avant la vente. Oui, mais du coup, combien vous l'avez payé? Faudra bien le défendre. C'est surtout dans ce sens-là que ça posera problème. Alors,
On me dit qu'il faut que j'arrête d'être Julien Courbet. J'ai pas encore porté plainte, j'ai pas encore appelé un avocat ni un huissier. Donc c'est bon, on est encore loin du compte. Et Dominique qui me dit c'est intéressant cette histoire d'évolution du DPE à suivre. Oui, à suivre. On le fera après, hein, une fois qu'il sera mis en place. Donc il est mis en place au 1er juillet. Et je fais mon feignant parce qu'à partir du 1er juillet jusqu'au 9 juillet, je dirais, on va avoir que des articles de presse sur le DPE. Donc on refera la même chose, on prendra directement un article de presse, alors que là, on va peut-être utiliser des articles de presse qui vont parler du futur changement, mais il y aura eu des modifications depuis. Donc je sais très bien qu'au 1er juillet, pas avant, c'est seulement à ce moment-là que les gens parleront du DPE. Donc je rentre aussi dans ce jeu. Je ne parlerai du nouveau DPE que à partir du 1er juillet. On reste sur la véranda parce qu'on a Akena qui soulève une question qu'on me pose aussi régulièrement justement quand on fait un avis de valeur sur une maison. Est-ce qu'une véranda compte dans la surface habitable? Alors l'article, il dit oui et non en fait. C'est sympa. Donc il y a plusieurs surfaces effectivement dont on parle quand on parle immobilier. Alors surface habitable, surface plancher, surface carrez. Vous entendez surtout soit habitable soit carrez. Alors la surface carrez, c'est donc la surface habitable de la loi Carrez, et la surface habitable, seulement habitable, c'est la surface aux yeux de la loi Boutin. Carrez, c'est uniquement pour les copropriétés. Donc on pense bien évidemment aux appartements. Vous vendez un appartement, on parlera en loi Carrez. Comme c'est dit ici, la loi Carrez intègre les sous-sols hors cave, garage et parking, les combles non aménagés, les greniers, les remises et les vérandas. Donc effectivement, vous êtes en copropriété, vous pouvez parler, et vous devez d'ailleurs parler en loi Carrez, et dans ce cas-là, on intégrera la véranda. Je dis qu'on pense souvent aux appartements, n'oubliez pas qu'on a quand même des maisons qui existent en copropriété. On a des quartiers, des rues complètes. C'est ce qu'on appelle une copropriété horizontale. Et du coup, en fait, la rue, ce sont que des maisons individuelles ou mitoyennes. Hein. C'est pas tant le problème. Mais donc, elles ont été réalisées par un promoteur, et en général, le promoteur met une gestion de syndic avec pour l'entretien des communs. Donc, route, trottoir, espace vert, et certaines fois également tout ce qui va être arrivée d'eau, gaz, électricité. Donc le quartier est une copropriété. Donc attention, si vous êtes acquéreur, du coup, c'est pas parce que vous êtes dans une maison, que vous allez visiter une maison, que c'est pas forcément une copropriété. Vous pouvez effectivement trouver des maisons en copropriété, et dans ce cas-là, on vous parlera en Carrez et on comptera la véranda dans la surface. Donc c'est effectivement un point à savoir. Si par contre on parle de maison, là pour le coup on sera en loi Boutin, et dans ce cas-là on en avait parlé sur un autre épisode, un des tout premiers épisodes. On se méfiera parce que à l'étranger, quand à Dubaï, les Français sont à Dubaï, c'est la mode, quand on vous donne une surface, on vous donne l'emprise au sol. En France, une surface habitable, on exclut déjà l'épaisseur des murs. Donc même chose pour le coup, si vous avez un salon de 30 mètres carrés et que vous rajoutez un mur au milieu, vous n'avez pas deux pièces de 15 mètres carrés. Il y a un mur maintenant, donc vous enlevez l'épaisseur du mur. Il va falloir effectivement reprendre des mesures. Si vous avez juste mis une cloison, c'est pas en divisant deux, on a deux fois 15 mètres carrés. Non, on a de la surface perdue. Il y a beaucoup de pays à l'étranger où c'est pas le cas, Dubaï en partie.
Vous comptez les murs. Donc, selon l'épaisseur du mur, hein, si au Canada, peut-être qu'ils sont plus épais qu'à Dubaï, parce qu'il y a plus d'isolation. Si c'est la même règle, faites attention. Euh, donc, la surface habitable enlève les cloisons, les cages d'escalier, les gaines, les embrasures des portes et fenêtres. Donc, ça fait beaucoup de choses à enlever, hein, si vous avez des faux plafonds, etc. Il faut faire attention à tout ça. On a le 1,80 m. Alors le 1,80 m est valable aussi en Carrez, hein. Pour ça que souvent pour les appartements, on vous dit il fait 35 mètres carrés Carrez, mais 54 mètres carrés au sol. C'est parce que effectivement vous avez 20 mètres carrés qui seront sous pente et il n'y a pas le 1,80 m, donc c'est pas du habitable Carrez. On enlève les combles non aménagés, les caves, les sous-sols, les remises, les garages, les terrasses, les loggias, les balcons, les vérandas, les locaux communs ou autres dépendances du logement. Fait beaucoup de choses à enlever. En fait, la surface habitable, j'avais eu une définition un peu plus simple, hein. Une surface habitable, elle doit être isolée, chauffée et avec fenêtre. Si il manque un de ces trois éléments-là, ce n'est plus du habitable, c'est du aménagé ou aménageable. Des combles avec un Velux, c'est pas habitable. Des combles avec une isolation, c'est pas habitable. Des combles avec un Velux, une isolation, un chauffage, c'est une pièce. Même chose du coup pour les vérandas. Donc les vérandas, ils le disent sur ce site, hein, qui vend des vérandas, la véranda est exclue. Mais vous avez dans certains cas des vérandas avec de l'isolation thermique. Donc c'est plus des vérandas, c'est presque une extension de la maison, hein. Donc vous avez le chauffage, le même que dans le salon. Vous avez une surface vitrée, sinon c'est plus une véranda, c'est un blocos. Et vous avez de l'isolant. Et pas juste le PVC ou la vitre. Et dans ce cas-là, c'est plus vraiment une véranda, c'est plus une extension et on le comptera en surface habitable. Mais la véranda en elle-même, la véranda comme on la connaît, je vais citer une autre marque parce que du coup on m'a dit Julien Courbet, mais bon, on a cité Akena, on a cité Metzger, on va citer le plus facile, Véranda Rideau, que tout le monde connaît. Et du coup, en fait, effectivement, la véranda PVC ou même fer forgé, c'est une véranda, c'est pas habitable, on va pas dormir dedans, c'est pas à compter dans la surface. Ça, c'est à savoir en tant que vendeur, en tant qu'acquéreur, hein, pour le coup. Alors, en tant que vendeur, la surface, et pour le coup, on a dit, hein, le nouveau DPE, il sera opposable. La surface que vous vendez, basez-vous sur le rapport de l'expert qui vient faire le diagnostic. Ça reste son travail. Donc s'il vous a dit que votre maison fait 120 mètres carrés et que vous dites non, elle en fait 140, demandez-lui déjà pourquoi 120 alors que vous avez 140, et puis évidemment, éventuellement, reprenez les mesures ensemble, mais prenez plutôt son 120 dans ce cas-là. Effectivement, s'il vous dit oui, non, moi la véranda de 20 mètres carrés, je la compte pas, c'est pas habitable, ne la comptez pas. Et vous mettez 120 mètres carrés pour le calcul de votre prix au mètre carré, pour le calcul de votre vente de maison, et ainsi de suite. Parce que si vous allez jusqu'à la vente, hein, à l'acte authentique, avec une surface qui n'est pas la bonne, il y a une petite tolérance, une dizaine de pourcents. Au-delà, l'acquéreur se retourne contre vous et vous perdez. Maintenant, je me mets dans le costume de l'acquéreur. Ce sont des choses à vérifier. Le nombre de fois où effectivement on me jure que la maison fait 100 mètres carrés et que j'en trouve 80 ou 90 ou des fois 110, ça arrive. Ça arrive. On a habité dans la maison, on l'a surévalue déjà de base. Bon, 2 mètres carrés par-ci, 2 mètres carrés par-là en plus. Puis la véranda, on y passe des bons moments dans cette véranda. On la compte en plus, de toute façon, comme ça, le prix au mètre carré, il me plaît un peu plus. Donc quand on est acquéreur, effectivement, vous avez l'annonce sur le Bon Coin, on vous dit maison de 80 mètres carrés, eh bien faites comme moi, vous partez avec un mètre laser. Vous avez pas, enfin, vous pouvez sortir un mètre ruban, hein, mais vous sortez avec un mètre laser et vous prenez les mesures. Ce sera le premier argument pour négocier, parce que si le vendeur vous dit si
ma maison elle vaut ce prix-là, c'est 2 000 € le mètre carré, donc moi je trouve que je suis au bon prix. Si vous trouvez 3 mètres carrés de moins, vous lui enlevez 6 000 €. Et voilà, on reste à 2 000 € le mètre carré, mais avec une vraie surface. Ou alors vous demandez directement le diagnostic le jour de la visite, ou avant, hein, même avant la visite, s'il veut bien vous l'envoyer par mail, sait-on jamais. Et vous regardez ce que l'expert a mis et pas ce qui est mis sur le bon coin. Parce que même si vous êtes dans votre bon droit, si vous vous êtes fait pour le coup un peu lésé par les mètres carrés, on va pas aller jusqu'au procès, hein. Là, pour le coup, on parlait de Julien Courbet juste avant. Moi, mon but, c'est pas de voir que quelqu'un a fait une malveillance, me jeter à bras le corps dedans et puis après pouvoir me plaindre. Donc, évitez-le à l'achat. La personne, peut-être même de toute bonne foi, a mal pris les mesures ou alors était persuadée ou alors a eu un vieux diagnostic et ne s'est pas basé sur le nouveau parce qu'il fera pour la vente le jour du compromis, ce sera fait, etc., etc. Non, le jour de la visite, vous remesurez tout, ou alors vous avez déjà un DPE valable qui vous dit la surface. Comme ça, pas de souci, et on parle des mêmes choses. Donc, la surface habitable et la surface disponible pour les occupants du logement, l'ensemble des pièces utilisées au quotidien. Donc, tout ce qui va être chauffé, isolé et avec fenêtre. Donc, la véranda est-elle prise en compte dans la surface habitable? Donc, ici, on a dit non. Voilà, ici, c'était non. Maison, Boutin, donc loi Boutin, c'est non. Loi Carrez, c'est oui. Même si la véranda vient agrandir votre espace de vie et améliorer votre confort, elle ne compte pas au sens de la loi Boutin, comme une surface habitable n'est donc pas retenue dans son calcul. Et du coup, effectivement, hein, cela signifie que en cas de vente de votre bien, vous n'aurez donc pas l'obligation d'indiquer la superficie de votre véranda. Néanmoins, si vous décidez de mettre votre maison en location, vous devrez stipuler sa surface dans le contrat de bail. Dois-je prendre en compte la véranda pour vendre ma maison si la véranda n'est pas considérée comme habitable? Est-ce que les mètres carrés supplémentaires qu'elle offre peuvent malgré tout augmenter le prix de vente de votre maison? La véranda peut-elle apporter une plus-value immobilière? Hop, on reprend. Elle vient incontestablement valoriser votre bien immobilier. Donc ça, c'était ce que Metzger nous avait dit. Surtout en cas de vente, ne vous privez pas de mettre en avant ses avantages. Espace de vie supplémentaire, lumière, confort, style, cachet, isolation et économie d'énergie. Économie d'énergie par rapport à quoi? Un jardin chauffé du coup. Les acheteurs seront d'autant plus sensibles si la véranda apporte une grande utilité et fonctionnalité, notamment si c'est une véranda aluminium équipée de volets roulants, d'un éclairage, de vitrage. Là, on fait la petite pub. Habitable toute l'année. Donc là, il reste un E sur le fait que leur véranda est habitable, mais n'est pas habitable. Comment fixer le prix de vente d'une maison avec véranda? La solution la plus simple est de repartir du prix de l'immobilier de votre commune, de relever le prix moyen du mètre carré, de le multiplier à la surface habitable totale de votre maison. Donc voilà, ils ont passé un bel article pour nous expliquer que en loi Boutin, ça ne rentre pas en compte dans la surface habitable, que vous n'allez pas indiquer la surface la superficie dans la surface, mais que du coup, pour le prix de vente de la maison, vous multipliez le prix moyen du mètre carré par la surface habitable totale. Mais ça, du coup, je ne le comprends pas. Enfin, je ne comprends pas cette phrase. Enfin, si, je la comprends. Ça veut dire que pour eux, d'après ce qu'ils me disent, ben non, la véranda, je ne la compte pas. C'est délicat. Donc je repars plus du côté de Metzger, même si ce n'est pas une surface habitable, c'est une plus-value. Deux maisons exactement similaires, l'une avec la véranda, l'autre sans véranda, si ça n'empiète pas sur un espace jardin, parce que si les gens demandent un jardin, bah, ils préféreront effectivement peut-être avoir un jardin qu'une véranda. Si la véranda est de bonne qualité, parce qu'elle a été fabriquée il y a 40 ans et qu'il y a plus, il manque la moitié des vitres, ce sera délicat de justifier, bah si regardez vous avez une véranda. Non, parce que là l'acquéreur sera obligé de faire des frais pour la remise en valeur, alors que le voisin, bon bah, s'il veut une véranda, il la fabriquera lui-même, s'il n'en veut pas, il aura un terrain. Donc si la véranda est de bonne qualité,
pour une maison, deux maisons équivalentes, la maison avec véranda peut effectivement prendre de la valeur. Mais encore une fois, comme on l'avait vu juste avant, est-ce que la valeur c'est le prix de la véranda ou plus, ou est-ce que c'est juste un pourcentage du prix de la maison? Ce sera plutôt un pourcentage du prix de la maison. Et dans ce cas-là, on en revient au même, ça dépend beaucoup du marché local. Si vous vendez une maison à 750 euros du mètre carré, construire une véranda exclusivement pour la vente, ce sera peut-être probablement, même probablement pas viable pour gagner de l'argent. Pour valoriser pour la vente, ça c'est sûr, mais pour gagner de l'argent. Si par contre vous êtes au centre de Nancy, ça devrait être bon dans le sens où effectivement le prix au mètre carré d'une surface couverte rentrera quand même plus cher que le prix d'un terrain, et cet ajout de 20 mètres carrés sera peut-être supérieur au coût de fabrication de la véranda. Ça, c'est toujours pour moi, toujours de la vie. Donc on va conclure avec le plus important, toujours conclure avec le plus important, et des fois du coup j'ai même plus le temps, c'est pour ça je regarde l'heure, il est 9h30, et on va conclure avec le plus important. Maintenant des chiffres, des vrais, avec le sujet qui nous importe. De combien une piscine valorise-t-elle le prix d'une propriété? Donc même chose, en fait pour les vérandas j'ai pas trouvé, mais pour les piscines effectivement on a eu une étude qui donnera la même réponse que ce qu'on avait en tête au final. Donc la France compte 3 millions de piscines, chacune d'entre elles apporte une plus-value à votre bien immobilier. Donc c'est Meilleur Agent qui a fait les comptes depuis janvier 2019. Ils ont pris toutes les transactions depuis janvier 2019, donc 300 000 transactions. Capital nous dit que construire une piscine vous coûtera entre 15 et 50 000 euros. Donc déjà, on va rentrer dans du vague, comme quand on avait fait l'article avec Strasbourg. Mais bon, on a pris 300 000 transactions avec bassin, sans bassin, pour des biens équivalents. Maison et appartements confondus, quand il y a une piscine, le bien immobilier est vendu 16,3% plus cher en moyenne. Si on parle que des maisons, 19,5%. Et donc les appartements, 6,9%. Alors ça c'est parce qu'en appartement, bon, il y a plusieurs copropriétaires. Alors la plus-value est moindre, mais en même temps, le coût à l'achat ou à la fabrication était moindre aussi. Étant donné que c'est une copropriété, c'est tous les copropriétaires qui ont payé les travaux, c'est tous les copropriétaires qui payent l'entretien, donc votre acquéreur aussi, parce que ça peut être le frein. Effectivement, ça va coûter. Donc, à titre d'exemple, une maison de 95 mètres carrés au prix de 2000 euros du mètre carré pourra voir sa valeur augmenter de 40 000 euros en moyenne en construisant une piscine enterrée d'un budget de 15 000 euros. Donc, le souci que j'ai avec leur étude, c'est que du coup, est-ce qu'ils ont eu accès au prix des piscines? Parce qu'on dit qu'une piscine enterrée coûte entre 15 et 50 000 euros. Meilleur Agent, on sait comment fonctionne leur approche économétrique, donc établit des comparaisons entre logements ayant des caractéristiques équivalentes, mais c'est pas sur facture. Donc c'est ça qui me gêne dans l'étude, c'est que oui, donc un bien prend de la valeur. Et il prend d'autant plus de valeur dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, où on est à 17,5% plus cher que s'il n'y a pas de piscine, alors qu'au niveau national, 16,3% comme on l'avait dit juste avant. Mais du coup, il manque des chiffres dans cette étude. C'est que effectivement, on n'a pas le... Enfin, peut-être qu'ils l'ont, ils ont le prix de la piscine. Enfin, en tout cas, on admet ici que le prix de la piscine est connu. On admet que les autres caractéristiques des maisons sont connues. Et ça, effectivement, si vous me donnez les bases de données, même DVF, vous pouvez aller voir vous-même les bases de données de vente immobilière. Vous verrez quoi? Vous verrez, cette maison, elle a été vendue la semaine dernière, celle-ci, elle a été vendue l'année dernière, à tel prix, elle fait telle taille, mais vous ne connaissez pas les fenêtres.
Vous ne connaissez pas la marque de la cuisine, et entre une cuisine Schmitt et pas de cuisine du tout, il y a 20 000 euros d'écart. Donc là, comment on a fait pour faire une étude de 300 000 transactions? Si la piscine vaut 50 000 euros et qu'on augmente le prix de 40 000 euros, on n'est pas bon. Si la piscine vaut 15 000 euros et qu'on augmente le prix de 40 000 euros, on est bon. Donc au final, on a des chiffres, mais on reste un peu, enfin en tout cas moi je reste sur ma conclusion où je vais vous dire ça dépend. Donc si vous me dites aujourd'hui, est-ce que si je veux vendre ma maison, il n'y a pas de, il y a pas de piscine dessus. Si j'en construis une là maintenant tout de suite et que je vends ma maison l'année prochaine, est-ce que je gagne de l'argent? Je ne peux pas vous dire oui ou non. On va devoir faire l'estimation de la maison, voir effectivement les maisons du quartier, avec et sans piscine, et seulement à ce moment-là, quand vous me donnerez le devis de la maison, je pourrai vous dire dans ce cas-là précis, oui, dans un autre, non. Donc la piscine, effectivement, ouais, ça dépend de la région. Euh, avec certains acquéreurs, j'ai des acquéreurs qui me demandent si c'est piscinable quand on a des terrains. Mais j'ai aussi, et ça donc on revient un peu au tout début quand je disais il faut changer les fenêtres, surtout quand on n'a pas beaucoup d'acquéreurs, parce qu'il faut le brosser dans le sens du poil. La piscine, quand on n'a pas beaucoup d'acquéreurs, ça peut aussi être un problème dans le sens où effectivement certaines personnes vont voir le coût, donc la surcote à l'achat et le coût d'entretien. Et du coup, vous vendez une maison avec un terrain de 300-400 mètres carrés sans piscine, on va pouvoir faire jouer les gosses et puis peut-être que dans 3 ans, dans 4 ans, on construira une piscine. Mais ça, ce sera notre choix, on fera des devis, etc. Alors que là, vous allez essayer de vendre la maison 20% plus cher. Donc le gars, déjà, c'est 20% plus cher à l'achat. Et puis après, j'ai tout l'entretien. Ça peut être bloquant. Donc j'ai déjà eu des acquéreurs effectivement qui m'ont dit non, moi c'est bloquant, je veux pas de piscine parce que effectivement j'ai pas envie de payer la maison plus cher parce que je veux que la maison. Et puis après j'ai pas envie d'avoir forcément l'entretien à payer. Donc l'étude, je l'aime bien dans le sens où enfin on nous donne des chiffres. Effectivement, il y a une différence de 16% entre une maison qui a une piscine et une maison qui n'a pas de piscine. Maintenant qu'on sait ça, il faudra savoir si les 16% c'est le coût de votre piscine ou non. Si vous vendez une maison à 100 000 euros, vous la passez à 116 000 euros, la piscine vous a coûté 10 000 euros, 15 000, vous gagnez de l'argent. Si, euh, si la maison vaut 500 000 euros et que ça augmente de 16%, a priori vous pouvez partir sur une piscine à 50 000 euros. C'est ça que voudraient dire ces chiffres. Mais euh, si on parle de moyenne, c'est bien parce que justement, il y a des écarts moindres et des écarts plus. Et le problème, c'est qu'on pourra toujours tirer une moyenne avec tout, finalement. Et si je vous sors sur DVF deux maisons vendues, de la même surface, même secteur géographique, avec une différence de prix, ce sera quoi du coup la différence? Ce sera qu'il y ait une personne qui a visité sur place et qui a pris en compte tous les autres éléments qu'on a vu qu'on peut voir en réel, les matériaux, les fenêtres, les cuisines, la terrasse, etc., etc. Le chauffe-eau, la chaudière, une chaudière neuve, une chaudière entretenue tous les ans qui a 5 ans ou une chaudière qui a 25 ans, c'est pas la même valorisation pour la vente parce que c'est pas la même valorisation pour l'acheteur parce qu'il va faire ses comptes. Donc la piscine, c'est un facteur en plus et donc ce sera du cas par cas. Tout ça pour ça. 40 minutes pour vous dire que au final je sais pas. Donc c'est pas que je ne sais pas, mais si vous vous posez la question, vous m'appelez, on fera l'avis de valeur avec et sans, enfin sans et puis après avec, et puis vous me donnerez le devis. Et une fois qu'on aura ces trois éléments-là, donc un prix de vente sans piscine, un prix de vente avec piscine et le prix d'une piscine, je pourrais vous dire si effectivement c'est viable ou non de construire une piscine avant la vente. Hop. Sur ce, eh bien, je vais faire les traditionnels au revoir. Je vous remercie encore une fois. Donc,
Toujours merci aux personnes présentes sur le live, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent et ceux qui ne commentent pas et qui regardent dans le silence aussi, parce que je vous vois des fois du coup commenter sur un point, mais du coup ça veut dire que vous étiez là depuis pas mal de temps, parce que c'était une phrase parmi tant d'autres. Donc merci à vous. Vous retrouverez ce live en replay sur Facebook d'ici 10 minutes. S'il y a eu des coupures, elles y seront. Par contre, dès demain, il y aura la vidéo sur YouTube, la vidéo que j'enregistre en direct sur l'ordinateur, donc sans coupure. Si vous voulez revoir l'émission de mardi sans coupure, c'est sur YouTube. Et celle-ci, donc, demain à 16h sur YouTube également. Voilà, moi j'ai donné mon avis. N'hésitez toujours pas de donner vos avis dans les commentaires. Merci à ceux qui le font. Et puis, posez vos questions en commentaire également. Comme ça, on réglera vos questions en direct ou en vidéo expresso ou autre, comme d'habitude. Donc, je garde le DPE sous le coude pour début juillet. Pour le reste, je ne sais pas encore. Donc, je ne vous dirai pas ce dont on va parler mardi parce que je ne le sais pas moi-même. En tout cas, du coup, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis des bisous. Et puis à mardi, tout simplement. Allez, ciao, bye bye.